Bonjour à tous et bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce soir, droit de retrait reconduit ce jeudi pour les chauffeurs de transport scolaire. Nouvelle table ronde entre transporteurs du département et services de l'État. En plateau, Madi Bonaïdi, secrétaire du syndicat des voyageurs des transporteurs terrestres. Place au titre de votre JTM. Cela fait maintenant 11 jours qu'une partie des surveillants de prison français sont mobilisés. Après un nouvel échec des négociations avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, les syndicalistes ne lâchent rien, même si l'administration menace désormais de sanctionner les agents mobilisés. Direction le centre pénitentiaire de Majicavo, en ouverture de votre journal. Ce matin, un échographe flambant neuf a été mis en service à la PMI de Kaweni. 14 autres le seront d'ici la fin du mois de février, afin d'offrir une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Mais ces investissements dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance n'arrivent pas seuls. Le point au cours de cette édition. Demain, Bureau Vallée de Kaweni accueillera l'inauguration de l'exposition Murmures de pénombre. Il s'agit de 24 photos accompagnées de textes, produites par un collectif d'artistes détenus du centre pénitentiaire de Majicavo et réalisées dans le cadre d'un atelier thérapeutique mené par des soignants du CHM. Reportage. Et on débute par le conflit des surveillants de prison, 11e jour de mobilisation. Après l'échec des négociations avec la ministre de la Justice, la pression monte. L'administration hausse désormais le ton et menace à présent de sanctionner les agents qui bloquent les prisons. Qu'en est-il au centre pénitentiaire de Majicavo? La réponse dans ce reportage. Le torchon brûle toujours dans les prisons françaises. 11e journée de grève pour les surveillants pénitentiaires de Majicavo, pour qui la lutte ne fait que commencer. On lutte pour la sécurité, notre sécurité dans l'établissement. Les problèmes qu'on a aussi au niveau des effectifs dans toutes les prisons de France. Non seulement ça, mais aussi au niveau de sécurité, ça aussi c'est une chose très importante. On trouve comme on est délaissé. Après l'échec des négociations avec la ministre de la Justice, l'administration passe désormais à la vitesse supérieure. Elle menace de sanctions les agents bloquant les établissements. Un aveu de faiblesse pour l'intersyndicale. Si on arrive aux menaces, ça veut dire que, en fait, ils sont dépassés par les événements et ils ne veulent pas prendre la mesure de la situation. Donc, pour tuer en fait cette revendication, ils brandissent les menaces parce que vous savez bien que nous, on est sous statut spécial, on n'a pas le droit aux grèves. Et donc, à partir de là, pour qu'on ne continue pas à manifester, on utilise les moyens forts pour nous fermer la bouche, quoi. Un système carcéral aujourd'hui en crise et dans ce conflit, les gardiens de prison peuvent compter sur le soutien des directions des syndicats locaux venus constater la situation sur place. C'est très important. Moi, j'apporte du soutien à tout salarié qui est en difficulté, que ce soit dans le public ou dans le privé. Alors, je vais veiller à ce que ces agents qui sont là, qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail, que cela soit effectif, que ce ne soit pas seulement quelque chose d'utopique ou qu'on laisse l'État se permettre de faire des économies derrière le dos des agents. Mais à Mayotte, pour le moment, les surveillants calment le jeu. Après un long moment d'échange avec la direction, pas de blocage complet pour l'unique centre pénitentiaire du territoire. On reste sur les mêmes modalités, c'est-à-dire on refuse de prendre le service le matin jusqu'à 10 h et ça sera ainsi. Si les choses ne changent pas, parce que le jour où on va nous envoyer les forces de l'ordre ou que des sanctions seront vraiment mises en œuvre, on risque aussi de durcir le mouvement. Mais pour l'instant, on reste sur les modalités. 10 h, on permet à tout le monde de regagner son poste. Et comme chaque jour depuis le début du mouvement,
Les matons entonnent la Marseillaise avant de débuter leur service avec un espoir, celui de sortir du brouillard. Pas de ramassage scolaire à nouveau dans l'ensemble du territoire et pour cause. Les transporteurs de Lille ont reconduit leur droit de retrait ce jeudi. Situation de crise donc sur les lignes Matisse et nouvelles perturbations dans les établissements du second degré. Invité de la matinale de Kwesi, le directeur de la société Matisse est revenu sur la situation et affirme comprendre le ras-le-bol des chauffeurs. Quant aux solutions apportées, Didier Fontaine prône l'accompagnement des jeunes et rappelle que des investissements d'envergure ont été engagés afin d'améliorer la sécurité dans les bus scolaires. Ces propos lors de la matinale du jour. Ces jeunes qui viennent caillasser ces bus-là, comment les cibler, comment faire de la prévention auprès de ces jeunes? Je pense qu'il faut partir par là et les accompagner au sein des villages. Donc c'est ce qui va permettre de désamorcer, de solutionner éventuellement un problème. La force ne sera pas une solution selon vous? La force, elle va être persuasive, elle va empêcher les actions de se produire sur les points d'arrêt, mais effectivement, elles sont nécessaires pour diminuer ces attroupements de jeunes qui pourraient endommager et causer des problématiques sur les arrêts. Matisse, en tout cas, s'investit énormément dans la sécurisation du réseau, hein, en partenariat avec le conseil départemental de Mayotte. Et nous avons effectivement installé de la vidéoprotection dans 15 véhicules du réseau qui appartiennent bien sûr à Matisse, pour un coût qui équivaut à 100 000 €, hein, donc il faut le souligner. Donc, et qui permet justement, enfin, on travaille pour qu'on puisse lancer un message et sécuriser nos véhicules. Pour parler de ce droit de retrait justement des transporteurs scolaires, en plateau avec nous, Bonaidi Madi. Bonaidi, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes secrétaire du syndicat des transporteurs voyageurs terrestres de Mayotte. Nouvelle réunion ce jeudi à la préfecture pour trouver un remède au mot des transporteurs scolaires. Est-ce que les solutions ont été trouvées aujourd'hui? Non, pas du tout. Il y a pas, de toute manière, on savait qu'aujourd'hui, il n'y allait pas avoir de solution trouvée parce qu'on avait demandé au préfet, puisqu'on voyait que les autorités publiques étaient un peu dépassées, donc on avait demandé aussi à voir le concours des maires. Justement, donc, les municipalités, elles ont proposé... Voilà, ouais. Alors il y a eu effectivement le président de l'association de maires, plus 4 de ses collègues. Alors, notre doléance, c'était de leur demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent nous aider et aider aussi les services du département à sécuriser nos véhicules. Donc, ils ont effectivement proposé l'aide des policiers municipaux et qu'on leur demande à quel endroit où ils veulent à ce qu'ils nous aident. Donc, on va définir les points pour leur donner, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Alors justement, vous l'avez dit, les maires se sont engagés à mobiliser les policiers municipaux durant les heures de pointe sur des endroits précis, jugés risqués. N'est-ce pas suffisant pour reprendre le service? Non, pas du tout, parce que je veux vous rappeler tout simplement ici qu'on est en droit de retrait. Quand on est en droit de retrait, ça veut dire qu'on se sent en danger quelque part et que pour nous, le danger n'est pas encore enlevé. Le danger, il est là. Le danger, c'est quoi? Ce sont les personnes qui nous ont agressés, qui veulent nous tuer, qui veulent tuer les enfants qu'on amène dans le bus. Donc c'est nous le danger. Alors la première chose à faire, c'est d'enlever ce danger-là. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on arrête les personnes qui nous tabassent, qui nous cassent nos véhicules, qui veulent tuer nos enfants. Il faudra qu'on les arrête. C'est clairement ce que vous demandez aujourd'hui, identifier les personnes? Pas identifier, les arrêter. Mais avant de les arrêter, il faut les identifier également. Mais c'est le rôle de l'État. Je vous signale ici que les tribunaux et les enquêteurs arrivent quand même à identifier quelqu'un qui a tué quelqu'un il y a 10 ans. Et pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas un seul gamin sans chaussures qui casse nos véhicules que l'État ne peut pas le retrouver rapidement. Ils peuvent le retrouver. Madi Bonaidi, votre sentiment par rapport à cette situation? Ça va mal, ça va extrêmement mal et personnellement, je ne vous cache pas que ça me dégoûte et ça me donne envie de quitter ce métier.
Alors, il y a des gens, quand je leur dis, mais bon, vous faites un beau métier. Non, 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 non. Peut-être des yeux comme ça, c'est pas un bon métier, c'est un beau métier, mais quand même, c'est un métier risqué, parce qu'on transporte des personnes, on transporte des enfants des personnes dedans. Voilà. C'est devenu une responsabilité dure à assumer. Énorme, une responsabilité dure, énorme à appeler, parce que nous, on se réveille à 4 h du matin. Quand on a un coup de fil d'un chauffeur, la première chose qu'on se dit, mon Dieu, vu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a été blessé quelque part dans notre véhicule. Voilà, c'est ça ce qu'on se dit à 4 h du matin. Donc on l'entend ce ras-le-bol que vous exprimez, que nombreux transporteurs expriment, victimes de violences et de dégradations au quotidien, et de moins en moins pris en charge par les assurances. Est-ce que vous connaissez certains qui ont dû abandonner, qui disent bon stop, j'arrête? Mais bien sûr, j'en connais, il y en a qui ont abandonné. Ils ont tellement eu de charges de réparation des véhicules que sans doute ils n'ont pas pu payer leur charge sociale. Parce que nous, la priorité quand on a des charges comme ça, c'est de réparer le véhicule pour qu'il roule. Donc les autres charges indirectes ou directes, on en néglige parce que la première chose quand on a un véhicule, c'est qu'il roule, qu'il travaille. Vous comprenez? Donc il y en a certains qui n'ont pas pu payer leurs charges indirectes. Et bien ceux-là, ils ont abandonné. Et il y en aura d'autres qui vont abandonner si ça continue comme ça. Une réunion est prévue ce vendredi en fin d'après-midi. Quelles sont vos attentes? Eh bien, nos attentes à ce que on trouve des solutions. Avec les services de l'État. Avec les services de l'État, on sait qu'ils ont la possibilité de nous trouver des solutions. Et c'est ça nos attentes, en fait. Qu'on nous permette, qu'on nous fasse en sorte qu'on puisse circuler. Parce que je vous rappelle ici que quand un véhicule est cassé, les vitrages, on ne les a pas à Mayotte. Il faudra le commander et là, il faut attendre 2-3 mois. Donc le véhicule, il ne roule pas. En échange, pour qu'il puisse rouler, qu'est-ce qu'on fait? On prend un produit qu'on appelle un plexiglas, vous savez, ce sont les vitres en plastique là, on les met pour essayer de couvrir et pour rouler. Et ça, c'est interdit par la loi. C'est interdit. Quand on va en contrôle technique avec ça, eh bien, on est refoulé parce que ça, c'est interdit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas rouler. Et quand on a un véhicule neuf, qu'on a des crédits à la banque, qu'on a un chauffeur qui est à côté et que le véhicule ne roule pas pour qu'il puisse payer un salaire, eh bien, qui doit payer toutes ces charges-là? C'est ça la question que l'État doit nous répondre, au fait. Parmi les questions, il faudra que l'État nous réponde. Et vous vous sentez clairement abandonné, justement? Mais Mayotte est abandonné. Il n'y a pas que nous. Et Mayotte est entièrement abandonné. Regardez l'aéroport, l'histoire de l'aéroport. Regardez l'histoire de l'aéroport. On est à Dagen, ce sont des avions qui descendent ici. Un avion, ça perd en altitude et quand il atterrit, il est aux alentours de 250 à 270 km/h. Et vous voyez cette vitesse-là? L'État est incapable de nous accompagner pour nous rallonger la piste. Eh bien, vous pensez qu'on n'est pas abandonné? On l'a bien compris. On est abandonné. Restons sur le sujet des transports scolaires. Quelle est votre plus grande crainte aujourd'hui? Qu'il y ait des morts dans les bus. Parce qu'on sait que il y a eu déjà des morts concernant la violence des jeunes comme ça. On s'en souvient, au lycée Bamana, les jeunes de Kungu qui étaient poignardés, je ne sais pas il y a combien d'années. Mais nous, les craintes qu'il y a, moi, en tant que chauffeur et transporteur, je ne souhaite pas que ça arrive dans mon bus, ni dans un bus d'un collègue, qu'il y ait un mort dans un de nos véhicules. Est-ce un mouvement, votre droit de retrait, qui peut durer? Il sera reconduit demain d'ailleurs. Il sera reconduit demain, effectivement. Et est-ce que cela peut durer? Eh bien, ça peut durer tant qu'on n'aura pas trouvé satisfaction. Donc on peut parler d'une année scolaire, d'une fin d'année scolaire sans transport aujourd'hui? Je ne pense pas, parce que je pense que quand même l'État, les autorités publiques sont responsables. Ils sont quand même déjà responsables, c'est pour ça qu'ils nous gouvernent. Donc je crois à eux, je pense qu'ils vont trouver la solution. Merci Bonaïdi Madi, d'être passé par notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat des transporteurs voyageurs terrestres de Mayotte. Et membre du comité du retrait. Et membre du comité du droit de retrait, bien évidemment, qui sera reconduit demain. Effectivement. Pas de ramassage scolaire donc. Pas du tout demain, et on verra après 16 h, après la réunion des autorités publiques. Merci encore pour votre réaction. Merci beaucoup. Alors, des transporteurs victimes des violences scolaires, tout comme le personnel éducatif du territoire, notamment du côté de Kahani où ils exercent un droit de retrait depuis vendredi dernier à la suite de nouveaux faits de violence au sein de l'établissement. Les mois passent, mais la situation n'évolue pas. Les syndicats réclament des mesures fortes, à l'instar du SNES FSU. Ce matin, son secrétaire départemental, Henri Nourri, a de nouveau fait part de son inquiétude et de sa colère face à l'inaction des autorités.
Ils réclament une sanctuarisation des établissements entourés de murs, et ce dans les plus brefs délais. Écoutons ces propos dans la matinale de COSI. Le problème, c'est que là où ça a été fait, ça marche. Ça marche. À K1 et au collège K1 et K2, il y a effectivement des murs, et que je sache, voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc il faut effectivement sécuriser les établissements. Il faut arrêter l'angélisme. Dans la situation où on est aujourd'hui, il y a une situation de fait d'insécurité. Donc par rapport à ça, je pense qu'effectivement, il faut sécuriser sérieusement. Une école va devenir une prison, en clair. Ben non, mais c'est pas la question. On est dans la protection là. On est dans la protection là. On protège les gens qui sont à l'intérieur. On ne les empêche pas de sortir. Je ne dis pas que c'est un des éléments de solution. C'est pas la solution. La solution, elle passe aussi par des personnels, ça a été dit, des personnels de vie scolaire, mais on voit des personnels de direction. Si vous voulez, globalement, hein, on peut comment dirais-je, recontextualiser tout ça et dire que c'est toute la qualité de l'éducation qui est en question. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors des transporteurs scolaires en droit de retrait, un personnel éducatif en droit de retrait, ça commence à faire beaucoup. Oui, d'autant que finalement c'est lié, puisqu'on parle de violence, de caillassage d'un côté, même si parfois il y a aussi des bagarres hein, dans les bus, et puis d'un autre côté on parle effectivement aussi de violence, de caillassage aux abords des établissements, et notamment de Kahani. Ça fait des mois que ça dure. C'est pas le premier droit de retrait au niveau de ce lycée. Dans d'autres lycées, il y a eu des droits de retrait. Et effectivement, on ne trouve pas de solution. On n'arrive pas du tout à régler la problématique. Alors effectivement, est-ce qu'il faut créer des murs, monter des murs, comme c'est le cas dans certains établissements du département, comme c'est le cas ailleurs en France d'ailleurs? Oui, ça peut être une solution, effectivement. Maintenant, encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Il faut y mettre les moyens, il faut mettre de l'argent. Ça coûte de l'argent, tout ça. Et voilà, et on en revient à cette problématique. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'éducation à Mayotte? Parce que Henri Noury conclut avec ça en disant mais c'est toute l'éducation qui est à remettre en cause, avec un manque de moyens matériels et un manque de moyens humains. C'est vrai que le SNES aussi appuie beaucoup là-dessus. Il y a un manque de personnel au niveau des vies scolaires, au niveau de l'encadrement tout simplement. Donc voilà, avec des établissements qui sont surchargés et dans lesquels effectivement les enfants n'étudient pas dans les meilleures conditions. Et puis on le sait aussi que cette surpopulation, elle est également source de tension au sein des établissements. Donc voilà, c'est vrai que c'est une problématique qui n'évolue pas et on va au devant de drames. C'est aussi ça. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a des personnels qui sont en droit de retrait qui disent non, stop, on ne veut pas assister à ça, on ne veut plus assister à ces scènes de violence. On est à droit de se poser la question justement s'il y a une véritable conscience de la part de l'État, si elle prend en considération surtout cette situation. Écoutez, je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une espèce d'impuissance par rapport aux autorités qui n'arrivent pas, à court terme en tout cas, à régler, parce que créer des murs, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ça a été le cas, on voit qu'il y a de la vidéosurveillance, il y a des choses qui sont faites. Mais on constate aussi qu'il y a une véritable impuissance de la part des autorités qui ne sont pas du tout en mesure de répondre aux problématiques et qui n'ont pas les solutions pour endiguer ces phénomènes de violence, parce que effectivement ça survient à n'importe quel moment dans n'importe quel établissement et face à cela c'est très difficile effectivement de prévoir et de mettre en place des solutions pérennes. Voilà, donc en tout cas c'est une problématique qu'il faut prendre à bras le corps, puisque chaque année on a l'impression que ça monte encore d'un cran dans la violence et voilà, et ça ne peut pas durer éternellement. Il va vraiment falloir que on y mette les moyens humains, les moyens matériels pour effectivement l'endiguer. On voit qu'au niveau des bus, eh bien, on met maintenant des caméras de vidéosurveillance au sein des bus. Et voilà, s'il faut en arriver à là, eh bien, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'effectivement on y mette les moyens. Je pense que c'est le message qu'on peut faire passer aujourd'hui, même si c'est un message qui est fait passer et on a l'impression qu'on tourne en rond. C'est aussi ça qui est fatigant au bout d'un moment pour ces organisations syndicales et puis aussi pour ces personnes qui vivent ça au quotidien, parce qu'on tourne en rond, ça n'avance pas. Donc on peut se préparer à nouveau à une année scolaire, une fin d'année scolaire très difficile, très perturbée. Oui, parce que ça ne va pas assez vite. Effectivement, il y a des choses qui sont faites, mais ça ne va pas assez vite. Merci Pierre pour toutes ces précisions.
En santé, pour rappel, hier, la direction du CHM a présenté ses vœux pour cette nouvelle année 2018 et parmi les axes de travail à venir, la restructuration des services a été mise en avant. Elle concerne notamment les PMI du territoire et ça commence plutôt bien puisque ce matin, un nouvel échographe a été inauguré au sein de la protection maternelle et infantile de Kaweni, un matériel dernier cri qui va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. 14 autres appareils de ce type seront mis en service d'ici la fin du mois de février prochain. Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. C'était un jour très attendu pour la PMI de Kaweni. En septembre 2016, la ministre des Outre-mer, Erika Bareitz, avait signé un chèque de 48 millions d'euros en faveur de l'aide sociale à l'enfance à Mayotte. Depuis, des investissements ont vu le jour. Et ce matin, un échographe flambant neuf a été mis en service, de quoi permettre un suivi des patientes de bien meilleure qualité. L'idée pour nous, c'est de dire que cette compensation nous permet aujourd'hui de nous donner les moyens matériels et humains pour pouvoir faire face aux nombreux défis qui nous attendent en termes de PMI, en termes d'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ce sont des échographies vraiment modernes, ultra modernes que nous réceptionnons. D'autres viendront compléter la panoplie et donc on est très heureux parce que pour la première fois, les PMI vont avoir les moyens de faire le suivi des grossesses de bout en bout avec une précision, j'allais dire chirurgicale sans jeu de mots, mais vraiment pour la première fois on a ces moyens, les moyens de nos ambitions et les moyens de suivi de grossesse en termes de date, comme vous l'avez vu, en termes de sexe de l'enfant tout court. Et toutes ces précisions-là, on ne les avait pas avant. Ce nouvel échographe permet en effet une plus grande finesse de la datation ou encore un dépistage in utero visant à déceler des maladies telles que la trisomie. Coût de l'appareil, 35 000 €. D'ici la fin du mois de février, 13 échographes similaires seront installés dans les PMI de Lille. Mais ces investissements ne s'arrêtent pas là. En même temps, qu'il y a ces moyens matériels, je précise que nous avons lancé la commande de plusieurs voitures, une vingtaine. Des recrutements sont lancés en ce moment. Donc on y travaille, ça monte en puissance, ça va crescendo et l'idée pour nous, c'est vraiment ce qu'on s'était dit, c'est arriver à mettre en place le plan de la mandature et les objectifs qu'on s'est fixés. Achat de véhicules pour être plus proche du public, achat de 10 réfrigérateurs, spécial vaccin, rénovation des PMI, en attendant la reconstruction de 17 d'entre elles. D'ici la fin de la mandature, le 4e vice-président du conseil départemental en charge du social compte bien respecter ses engagements. Le social, la santé, le médico-social, c'est la première compétence du département. Il faut que ça se voie, il faut qu'on reprenne cette première place qui est la nôtre. Et on l'a dit depuis le début de la mandature, voilà, on est en train de gagner ce pari-là et donc d'atteindre ces objectifs et on est très content. Une satisfaction même si beaucoup reste encore à faire dans le domaine afin que l'écart entre Mayotte et les autres territoires français ne soit plus qu'un lointain souvenir. 19h24 sur Kwezi TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce jeudi 25 janvier, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La question de la ressource en eau a beaucoup occupé l'actualité ces derniers mois. Depuis, certaines associations sont nées, à l'instar des assoiffés de Mayotte, afin de rester vigilants quant à la gestion des ressources sur le territoire. Une gestion qui est à la charge de chacun. À ce titre, demain, un café naturaliste sur la ressource en eau à Mayotte aura lieu à Mamoudzou, au sein du restaurant La Croisette à 18 h. La consommation d'eau s'accroît à Mayotte, du fait notamment de l'augmentation de la population et de l'élévation du niveau de vie. Frédéric Tronel, directeur du Bureau de recherche géologique et minière, animera ce café naturaliste et fera notamment le point sur les ressources des eaux souterraines. Le débat sera aussi l'occasion de se poser d'autres questions. N'y a-t-il pas des économies à faire en matière de consommation? La déforestation a-t-elle des conséquences sur la ressource disponible? Autant de questions qui alimenteront ce débat citoyen, ouvert à tous. Lancées le 4 octobre 2017, les Assises des Outre-mer se poursuivent. Elles ont pour objectif de faire participer le plus grand nombre afin d'obtenir des solutions qui proviennent des territoires. Selon l'État, chaque contribution, chaque prise de parole permettra de rédiger le livre bleu Outre-mer qui servira de guide des actions à mener dans les Outre-mer durant le quinquennat. En attendant, les chiffres de la participation sont flatteurs.
En effet, plus de 250 ateliers ont été organisés dans les territoires et plus de 15 000 participants ont pris part aux assises en direct ou en ligne. À Mayotte, 35 ateliers ont vu le jour, ainsi que 3 réunions publiques. Selon les premières analyses, les Mahorais estiment qu'il est nécessaire d'améliorer les routes, l'accès aux soins et la prévention de la délinquance sur leur territoire. L'année 2018 verra la clôture des consultations, l'analyse et la restitution des travaux et une traduction budgétaire des engagements retenus dans le cadre de ces assises. Mardi, le SNUPP-FSU Mayotte a rencontré des représentants de la Direction générale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Le syndicat a ainsi appuyé sa revendication relative à la mise en place d'un rectorat de plein exercice à Mayotte, dénoncé l'impact des mauvaises conditions de travail sur la santé des enseignants, ou encore dénoncer le dispositif de reprise en compte de l'AGS qui ne concerne pas les enseignants du premier degré. Pour réponse, le numéro 2 de la DGRH a souligné que certains points relèvent d'autres directions du ministère, voire d'autres départements ministériels. Il a cependant assuré qu'il relayera l'ensemble des points soulevés, notamment les problèmes de conditions de travail. Néanmoins, concernant l'attractivité, il estime que ce problème concerne moins le premier degré. Par ailleurs, sur la question épineuse de la reprise en compte de l'AGS, ce dernier a affirmé que le sujet était clos aux grandes dames du SNUPP, qui appelle les enseignants à poursuivre le combat. Culture pour terminer avec l'ouverture demain après-midi d'une exposition pas comme les autres. 24 photos accompagnées de textes réalisés par un collectif d'artistes détenus du centre pénitentiaire de Majicavo seront exposés au grand public au magasin Bureau Vallée. Un travail produit dans le cadre d'un atelier thérapeutique mené par des soignants du CHM. Un projet possible grâce au soutien notamment du service pénitentiaire d'insertion et de probation, en plus du vice-rectorat et de la Maison des Livres. Présentation de cet événement, Adèle Laurent. Branle-bas de combat ce matin au Bureau Vallée de Kaweni, où les organisateurs de l'exposition Murmure de pénombre étaient en plein préparatif. En effet, demain, c'est le grand jour, le fruit des 8 mois de travail menés dans le cadre d'un atelier thérapeutique et artistique avec 8 détenus du centre pénitentiaire de Majicavo sera en effet présenté au public. Nous, la première question qu'on leur a posée, c'est comment vous pourriez nous parler de votre vécu en détention au travers d'une photo, d'un texte, et pour qu'ils puissent nous faire part de leur regard à eux, de leur regard très intime à eux sur ce qu'est la privation de liberté. Nous, on a des représentations, mais l'idée c'était vraiment qu'on puisse s'en décaler et qu'on leur laisse la parole et leur regard à eux. Et pour un des détenus ayant participé à l'atelier, détenu qui a été libéré depuis et qui a souhaité garder l'anonymat, ces représentations de la privation de liberté peuvent être stéréotypées. On entend dire des gens qui disent à l'intérieur, les détenus sont nourris, logés, blanchis, soignés, mais ce n'est qu'un film. La vraie dure réalité des choses, on ne le montre pas, on n'en parle pas. Il n'y a personne qui peut mieux les expliquer que nous qu'on a vécu, qu'on les a vécus. Quand j'entends ça, je me dis mais qu'est-ce que les gens pensent? On est en prison, on est privé de liberté. Et quand on est privé de liberté, on n'a pas son mot à dire. Vous voyez? Donc comment les gens peuvent penser qu'on est bien en prison, enfermé? C'est pas une vie. C'est pas une vie. Témoigner au-delà des murs de la prison. Et en plus d'ouvrir un nouvel espace de réflexion, cette exposition, après sa présentation au public, sera itinérante dans les lycées de Mayotte afin de servir de support pédagogique pour la prévention de la délinquance. Quand un détenu fait sa peine, qui est parfois très longue, hein, on a eu dans le groupe des très longues peines, cette peine lui sert à quelque chose, elle sert aussi à quelque chose à la société, puisqu'on le met en retrait de la société à ce moment-là. Mais on passe au stade supérieur quand cette peine, elle peut aussi servir à d'autres. Et quand ils disent, moi j'ai envie de dire dehors ce que je ressens dedans pour que les gens sachent ce que je ressens dedans, sans me plaindre, parce que c'est pas le but, ni sans revendiquer quoi que ce soit, mais en disant, voilà ce qui est la réalité, enfin mon quotidien, et ce quotidien-là, c'est pas la vie en fait, c'est pas la vie qu'on peut avoir, et c'est pas la vie qu'il faut avoir. Donc avant de faire quelque chose qui peut amener là, il faut faire attention à ça. Et de murmurer à l'intérieur quelque chose qui est entendu à l'extérieur, je pense que c'est très important pour eux. Et en effet,
Leur regard sur la privation de liberté, les détenus ont su le transmettre à travers cette exposition, tant par les photographies que par les textes qui les accompagnent. Et cet ancien détenu devenu artiste ne compte pas s'arrêter à l'écriture et à la photographie. En effet, il interviendra en milieu scolaire lors des actions de prévention de la délinquance pour partager son expérience. Je tiens beaucoup parce que tout le temps que j'ai passé à l'intérieur, c'est du temps perdu. On n'y gagne rien. Quelque part, on est comme mort. On est vivant, on respire, on existe, mais on est comme mort. Donc si je suis d'accord pour participer, de faire des interventions dans les lycées, tout ça, par rapport à tout ce qui se passe à Mayotte, je pourrais peut-être aider 2-3 jeunes. Et ces 2-3 jeunes auxquels je pourrais aider peuvent en parler à d'autres. C'est comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le but de tout ça, c'est de prévenir la prison et expliquer aux jeunes, à ceux qui ne sont pas allés là-bas, essayer de leur aider, de leur éviter cette calvaire, parce que c'est une calvaire. Justement, la photo là, Sable mouvant, avec les grilles, tout ça, ça prend tout son sens. Sable mouvant, emmuré de silence, survivre en paix, je m'échappe, la ruche. Autant de photos et de textes qui seront présentés au public demain à partir de 16h au bureau Vallée de Kaweni. L'expo est ouverte à tout le monde et j'aimerais vraiment que tous les gens qui ont envie de voir ce que l'être humain, quel qu'il soit, peut faire au niveau artistique et au niveau expression, viennent juste pour se dire... oui, c'est vrai qu'à l'intérieur de ces murs, il y a des gens qui ont des choses à dire et qui ont des choses à dire et qui sont capables de le faire de manière artistique et de dire les choses de manière très très belle en fait. Une exposition qui vaut le coup d'œil puisque l'adage dit vrai, une image vaut 1000 mots, mais quand on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Rendez-vous donc à ne pas manquer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Je vous retrouve demain à partir de 19h. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.